Je vous propose donc de passer maintenant. Je vous demande d'accueillir donc Philippe Rouche, qui est donc professeur des universités dans cette école, aux Arts et Métiers ParisTech, chercheur au laboratoire de biomécanique. Et certains d'entre vous ici lui doivent leur agrégation, puisqu'il a été pendant 2 ans président de l'agrégation de mécanique, vice-président de l'agrégation de mécanique. Alors, on va l'ouvrir en grand. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est acrobatique, on essaye des choses. Voilà, c'est parfait, merci. Donc, même règlement, je dirais, 35 minutes de présentation, suivi de 5 minutes de questions, et je me permettrai de vous interrompre si jamais vous dépassez l'horaire. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'accueillir pour cette conférence sur la santé, les enjeux socio-économiques et les technologies pour la santé qui, on va le voir, sont un énorme domaine d'avenir pour les gens associés au SPI. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai d'enjeux socio-économiques. Ça me paraît important de manière à donner des opportunités d'emploi aux jeunes que nous formons. Et ensuite, j'essaierai d'illustrer ça via des exemples issus de thématiques de recherche. Alors, le fait que la santé soit un enjeu majeur, vous le savez tous, c'est même marqué sur le site de l'UPSTI, donc je ne vous apprends rien. Il y a parmi vous en plus des spécialistes de biomécanique dans la salle, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ceux sur lesquels vous êtes peut-être moins au courant, c'est sur les évolutions mondiales qui vont générer des taux de croissance pour cette activité qui sont considérables. Donc, au nom de ces évolutions mondiales, on compte tout d'abord l'augmentation très sensible de la population. La population mondiale a, doublé en 50 ans. Donc ça, c'est les courbes qui sont données par l'ONU. Donc c'était une étude qui a été faite en 2004. À l'époque, on était 6,1 milliards. Les projections sont parfaitement réalistes, puisque vous voyez qu'aujourd'hui, on est 7 milliards, ce qui fait qu'en 2050, on devrait être de l'ordre de 9 milliards de personnes. Et c'est autant de personnes qui vont avoir besoin de soins. Autre évolution majeure, l'évolution de l'espérance de vie. Donc vous avez ici les chiffres de l'INSEE de 2011, où on voit qu'en fait l'évolution en France, mais c'est exactement la même chose sur la plupart des pays industrialisés, augmente quasi linéairement, et donc c'est autant de clients potentiels qui en plus vont avoir des problématiques liées au vieillissement. Alors la différence qu'on observe entre les hommes et les femmes est uniquement due à des différences de comportement, pour la plupart, alcool, tabagisme et accidents de voiture. Alors, certes, il existe de grosses inégalités au niveau mondial. Vous avez ici les dépenses par habitant renormées par le nombre de personnes. On se rend compte qu'il est évident que les pays industrialisés dépensent beaucoup plus d'argent pour la santé. Pour autant, j'aimerais vous convaincre que ces choses évoluent et évoluent très rapidement. Donc pour cela, je vais vous montrer un petit film qui va comparer la France et 3 pays émergents, enfin on ne peut même plus les appeler pays émergents, qui sont la Chine, l'Inde et le Brésil. Donc vous allez retrouver en ordonnée l'espérance de vie et en abscisse le nombre d'enfants par femme. Donc on va partir de l'année 1800 et je vous demande de bien observer les pays dits émergents à partir du retour de la Seconde Guerre mondiale et surtout à partir des années 70. Donc on va dire qu'en France, à part les événements liés aux guerres napoléoniennes 14-18 et 39-45, on a une évolution qui, on va dire, est relativement stable. Par contre, les pays émergents, après la Seconde Guerre mondiale et surtout après les années 70, font un bond et ont des modèles sociétaux qui se rapprochent énormément des modèles sociétaux des sociétés occidentales. Et on passe en 30 ans de modèles familiaux avec 6 enfants par femme à un modèle qui se rapproche beaucoup de celui qu'on connaît en France avec à peu près 2 enfants et une espérance de vie qui en 30 ans va gagner 30 ans. Donc c'est bien entendu des marchés qui sont des marchés en très forte croissance avec un potentiel de croissance qui est extrêmement stable de par l'accessibilité aux soins de ces personnes-là. Alors pour vous en convaincre, vous savez tous que nous traversons une énorme crise. Donc vous avez ici la masse salariale aux États-Unis en fonction du temps sur les 5 dernières années des différents secteurs technologiques. Vous remarquez en haut les secteurs de la santé et de l'éducation qui sont en augmentation croissante, au contraire de l'évolution des produits manufacturiers et de la construction, qui sont les 2 courbes du bas. Et si je regarde le taux d'employabilité aussi aux États-Unis avec la phase de récession entre 2007 et 2009, les métiers liés à la santé sont aussi en augmentation croissante, au contraire des autres métiers. Donc si vous avez un petit message à faire passer à vos étudiants, c'est que s'ils souhaitent
s'investir dans la santé, c'est vraiment un domaine en plein boom et sur une tendance qui est une tendance très longue. Alors, ce boom sociétal s'associe aussi à un boom technologique. Donc, je vais citer ici que 3 innovations majeures que vous connaissez bien parce qu'elles vont me servir dans mon exposé. Début du XXe siècle, invention des rayons X, dont le principe est l'absorption par les rayons X des tissus qui permettent de générer les images que vous connaissez bien. 1970, grâce aux sous rapportés par les Beatles, dont le label en fait finançait ces études, invention du scanner. Donc vous connaissez aussi ces petites images vidéo. Donc le principe du scanner, c'est d'avoir une source à rayons X qui est à ce niveau-là, qui va radiographier le patient, mais au lieu de faire une photo, on va prendre que le profil d'atténuation. Et en fait, en faisant tourner autour du patient la source et le récepteur, on va cartographier le patient sur plusieurs angles de manière à avoir une reconstitution de coupe, d'où le nom, c'est de la tomographie. Et en assemblant ces coupes suivant une direction privilégiée, on peut reconstituer les modèles. Donc ça, c'est principalement utilisé pour l'imagerie des tissus durs, donc les os, et des veines si on utilise des produits de contraste comme c'est le cas sur cette image. Fin des années 70, invention de l'IRM. Donc l'IRM est un processus qui n'est pas irradiant. Donc le but du jeu est d'utiliser un énorme aimant, donc qui fait entre 3,5 et 5 Tesla pour la plupart des systèmes, qui va générer un champ magnétique orienté suivant l'axe du système. Donc on va placer le patient à ce niveau-là. Donc là c'est pour une IRM du cerveau. Et comme nous sommes constitués à 80% d'eau, le champ magnétique va orienter le spin des protons des atomes d'hydrogène. Donc en fait, tous les atomes d'hydrogène vont s'orienter dans une certaine direction et à l'aide de l'antenne, qui est la petite partie qu'on vous met au-dessus de la tête ou au-dessus de la cuisse, on va générer une excitation qui ressemble un petit peu à une résonance qui va désorienter ces atomes à 90 degrés et en regardant la vitesse à laquelle ces atomes retournent à leur position d'équilibre, on est capable, en ayant un aimant qui mesure le champ magnétique émis par cette dépolarisation, d'avoir des cartographies de votre cerveau en récupérant des coupes une fois de plus. Donc c'est un procédé qui est non irradiant. Par contre, c'est un procédé qui est relativement coûteux. Une IRM coûte à peu près 3 millions d'euros, ce qui explique les difficultés d'accès à ce genre de système. Par contre, ça permet d'imager très très bien les tissus mous. Donc là, vous avez typiquement un IRM du cerveau qui est reconstitué à partir des différentes coupes et qui permet aux cliniciens de se promener à l'intérieur de la matière pour savoir si vous avez malheureusement une tumeur, un AVC ou autre. Alors, on pourrait passer de très nombreux moments à expliquer toutes les innovations technologiques qui viennent ou pas du domaine des SPI. Comme je vais me servir tout à l'heure en démo de l'élastographie, donc l'élastographie, c'est arrivé, enfin l'ultrasonographie est arrivée en 63, l'ultrasonographie 3D en 1900, enfin début des années 90, l'IRM fonctionnel dont parlait mon collègue juste avant, qui permet de voir les zones d'activité du cerveau début des années 90, et on va dire que tous les 5 ans, il y a une évolution majeure qui modifie de façon drastique la façon de prendre en charge les patients. Alors, pour citer justement quelles sont ces nouvelles façons de traiter les patients pour lesquelles les sciences pour l'ingénieur jouent un rôle majeur. Il est évident que la navigation chirurgicale rentre de plus en plus en compte dans de nombreux blocs opératoires. Donc, comme l'a montré mon cher collègue juste avant, l'idée est de faire de l'immersion virtuelle. À partir du moment où vous avez la maquette numérique du patient, vous pouvez, avec un stylet, contourer par exemple une partie de l'os pour recaler finalement le modèle numérique par rapport au vrai patient, ce qui vous permet de superposer l'image du patient et sa maquette numérique. Donc si vous avez par exemple un IRM du cerveau et que vous savez exactement où est la tumeur parce que vous l'avez vu grâce à l'IRM, vous pouvez positionner la tumeur en réalité augmentée avec des lunettes de vision stéréoscopique. Donc ça, c'est des choses qui sont maintenant opérationnelles au bloc opératoire. Par contre, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire en urgence parce qu'elles demandent un petit temps de mise en place. Donc c'est des choses qu'on va faire sur des opérations qui sont planifiées mais qu'on ne fera pas en urgence. Autre évolution majeure, la chirurgie assistée par ordinateur qui permet bien entendu de prendre en compte la maquette virtuelle du patient, de fluidifier les gestes du chirurgien via des traitements automatisés que vous connaissez bien mieux que moi, et surtout de délimiter le scalpel du chirurgien en interdisant au robot un certain volume pour lequel on sait que ça engendrerait des liaisons. Donc mélange finalement d'automatisme, de robotique, de maquettes virtuelles, donc vraiment des sciences pour l'ingénieur.
Autre type de choses qui sont en cours, mais vraiment utilisées tous les jours à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, juste à côté de nous, le planning chirurgical. Donc vous avez en bas, ici, une personne qui a un peu trop fumé et qui a un cancer de la mandibule. Donc ce cancer de la mandibule nécessite qu'on enlève tout l'os associé à la tumeur, ce qui fait qu'à la fin, il lui reste un énorme trou qu'il faut combler. Alors on n'a pas la possibilité de mettre d'implant parce que vous savez que le corps n'aime pas trop qu'on lui mette des objets qui ne soient pas des tissus parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de les rejeter. Donc ce que va faire le chirurgien, c'est qu'il va planifier sur la maquette numérique des découpes d'os qui ne servent pas à grand-chose pour essayer de reconstituer une partie de la mandibule à partir de prélèvements sur le patient lui-même. Donc à côté de votre fémur, vous avez un os, à côté de votre tibia, pardon, un os qui s'appelle le péroné, qui est le petit os qui est en bas, qui ne sert pas à grand-chose. Donc on va se servir de cet os-là pour regarder quelle est la partie du péroné qui serait la plus à même, de par sa courbure, de refaire une reconstitution. Donc là, vous avez finalement à la fin 2 bouts de péroné. Et pour vous dire jusqu'où ça va, donc, le chirurgien sélectionne les parties dont les courbures sont les plus à même, mais il va ensuite donc détecter ces parties-là qui sont normalement en bleu et en rouge sur mon écran, mais il y a des petits soucis de couleur. Mais il va ensuite imprimer en 3D le guide de coupe qui va se conformer parfaitement au péroné, de manière à ce qu'une fois qu'il est capable d'avoir la visibilité de péroné, le guide de coupe en prototypage rapide vient pile poil se mettre au bon endroit et il n'a plus qu'à découper au niveau des marques qui sont données à ce niveau-là. Donc on est même dans la fabrication. Donc les sciences pour l'ingénieur ont vraiment un rôle majeur dans ces technologies-là et c'est des technologies qui sont utilisées tous les jours au bloc opératoire maintenant. Et enfin, je ne peux pas finir sans vous parler, bien entendu, des biomatériaux qui sont en plein boom et dans lesquels nous avons et vous avez un rôle aussi majeur à jouer. Donc, je vous l'ai dit, les implants sont en général pas très bien supportés. Et ce qui est bien supporté, c'est ce qu'on avait déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, l'idée consiste à faire une biopsie du patient de tissu sain, par exemple quand on veut réparer un cartilage. Donc, on va récupérer du cartilage sain. On va le développer dans ce qu'on va appeler un bioréacteur, donc c'est les petites cellules que vous voyez en bas, et ensuite on va intégrer ces cultures-là dans un scaffold, en gros une éponge, qui va servir de support de développement à ces cellules, et ensuite on va réinjecter cette greffe, donc c'est quasiment de l'autogreffe, au patient pour réparer le cartilage qui est manquant. Et ça, c'est vraiment en plein boom, on peut rajouter des médicaments, avec des délivrances retardées dans le temps. Enfin, vraiment, c'est en grande expansion. Alors, pour finir de vous convaincre, dernière slide sur les aspects socio-économiques, voici les prévisions jusqu'en 2016 des taux de croissance des différents domaines et des chiffres d'affaires en milliards de dollars. Donc, des principaux champs thématiques. Donc vous allez retrouver avec le plus gros taux de croissance la neurologie, le neurovasculaire, la cardiologie, l'orthopédie, et puis la chirurgie esthétique. Voilà, c'est comme ça. Et Arts et Métiers et ParisTech, de par l'ensemble de ces laboratoires, y compris jusqu'à l'usinage de prothèses, est présent dans les 3 thématiques principales. On n'est pas présent en chirurgie esthétique. Voilà. Alors, pour finir sur cette première partie, une petite synthèse. Pour vos étudiants, pour nos étudiants, les technologies pour la santé sont une énorme opportunité pour les ingénieurs. Les taux de croissance au niveau des marchés et au niveau des taux d'employabilité sont de plus de 10% par an. Et je pense que dans une période de crise, c'est un message qui fait plaisir à entendre. C'est un champ qui est extrêmement attractif. Et alors que nous sommes nous-mêmes des technologues, il y a plus de 50% de filles dans le laboratoire. Donc on est capable d'attirer des publics qui ne sont pas les publics classiques associés à la technologie de manière générale. Et c'est un champ qui est extrêmement multidisciplinaire. On va de l'imagerie au prototypage rapide, à la réalité virtuelle, à la simulation éléments finis, on va le voir, et qui nécessite du coup des approches systèmes, des approches globales pour pouvoir amener à la résolution de problèmes qui sont extrêmement complexes. Et dans ce cas-là, un ingénieur est quasiment la personne la mieux placée pour résoudre ce genre de problème. Donc, amenez-nous des étudiants, on aura vraiment de grandes opportunités d'emploi et de magnifiques projets à leur proposer. Voilà pour la partie purement socio-économique. Alors, comme ça a été dit en introduction, je fais partie du laboratoire de biomécanique. Donc, la biomécanique n'est pas uniquement à Paris, sur le centre de Paris. Elle est aussi disséminée sur différents sites aux arts et métiers, puisque vous avez vu qu'on était un établissement multisite.
Alors nous, notre rôle, c'est de s'intéresser uniquement au système neuromusculo-squelettique. Donc on ne va pas s'intéresser à la cellule, on est à une échelle du coup qui est beaucoup plus grande. Et on a 3 verrous scientifiques majeurs à relever qui sont la construction personnalisée de la géométrie des muscles et des os, l'association des propriétés mécaniques, puisque caché derrière, on va vouloir faire de la simulation numérique, et la prise en compte du contrôle moteur. Donc, quel est le programme d'automatisme qui gère ça et qui fait que quand j'ai envie de bouger ma main à droite, je le fais sans oscillation, rapidement, en une seule fois, sans même y penser. Voilà. Alors, on a à peu près une 50aine d'équivalents temps plein. Par contre, la spécificité de ce laboratoire, c'est qu'il y a 10 cliniciens qui en sont partis et on fait, comme mon cher collègue, de la recherche, des programmes de master. Donc, la santé intervient en master 2 recherche aux arts et métiers et du transfert industriel. Donc, on développe des brevets et puis on crée des produits. Alors, l'organigramme du laboratoire n'a pas une grande importance. Ce qui est important, c'est que pour pouvoir traiter ce genre de thématique, il est absolument indispensable de mettre en couple un ingénieur et un clinicien. Donc les deux équipes qui sont les deux équipes du labo, donc modélisation neuromusculo-squelettique et comportement dynamique, sont co-dirigées à la fois par quelqu'un de l'ingénierie et à la fois par quelqu'un du domaine clinique. Donc la première est co-dirigée par Wafas Kali, qui est ingénieur arts et métiers, et Philippe Deck, qui est chef du service de neurochirurgie à l'hôpital Beaujon. Et la deuxième est co-dirigée par Patricia Toreux, qui est chirurgienne orthopédiste, et Sébastien Laporte, qui est agrégé de mécanique et qui est professeur chez nous. Quant à moi, je suis le directeur adjoint du laboratoire et je m'occupe de la plateforme technologique. Alors, ce mixage ingénieur-clinicien, il est essentiel et il intervient dès le programme de master. Donc on va mélanger les deux publics sur les sujets de recherche de manière à pouvoir traiter de façon couplée les problématiques liées à des calculs d'éléments finis en non linéaire grande déformation, parce que dès que vous tirez votre peau, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas en petite def, à de l'analyse de mouvement, ce qui a été un petit peu introduit dans l'exposé précédent, à des techniques de reconstruction d'imagerie numérique et à des modèles personnalisés. Donc maintenant, ce master-là fait partie de programmes qui sont beaucoup plus vastes, puisque vous savez qu'il y a des regroupements des écoles d'ingénieurs. Donc nous faisons partie d'Arts et Métiers ParisTech. Et donc c'est un des tracks d'un master qui est maintenant en anglais. Donc on essaie d'attirer les talents de par le monde. Donc les cours sont maintenant tous en anglais. Et on est capable du coup de venir attirer aux Arts et Métiers des gens de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de la Chine et de l'Europe. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, on s'intéresse, nous, au système neuromusculo-squelettique. L'idée, c'est que on a besoin d'innover pour être capable de construire ces fameux modèles personnalisés, dont je vais donner quelques exemples. On a besoin, en particulier, de déterminer des nouvelles méthodes de prévention. Alors, je sais qu'il y a parmi vous des spécialistes de l'ostéoporose. Voilà, bonjour Claudia. Et donc, l'idée est d'arriver à donner le bon traitement à la bonne personne et pas faire des traitements de masse dont on sait qu'ils auront des effets secondaires négatifs si jamais vous n'avez pas d'ostéoporose. Donc il faut être capable d'identifier les patients qui ont besoin de ces thérapies et de prévoir la thérapie la plus adaptée. Et si jamais les gens sont malades, il faut aussi qu'on soit capable d'évaluer l'efficacité d'un traitement particulier. Alors typiquement, voici le genre de modèle que nous développons. Donc il s'agit d'un modèle de crash. Donc vous avez crash avant, crash arrière, suivant les types de sollicitations. Alors on ne va pas s'occuper de l'appui-tête et de l'airbag. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer le modèle élément fini personnalisé du modèle du rachis cervical. Donc comment sont les propriétés mécaniques des os, des tissus mous, des ligaments, des muscles, et comment ce genre de modèle peut servir de mannequin virtuel. Pour faire ça, il faut prendre en compte une réalité. C'est qu'on a l'air semblable, mais en fait, on est vraiment extrêmement différents. Pour vous en convaincre, vous avez ici les radiographies de 6 pilotes de chasse de l'armée française qui font à peu près tous la même taille parce qu'il faut qu'ils rentrent dans une cabine qui est quand même assez petite, qui mangent tous la même chose au mess et qui font tous le même exercice. Donc a priori, c'est des gens qui sont quand même assez calibrés. Et si vous regardez les deux dernières vertèbres cervicales de leur cou, donc C2 et C3, vous vous rendez compte que d'un patient à l'autre, c'est exactement à la même échelle, on a des rapports qui ne sont pas du tout les mêmes. Et si vous regardez la forme de leur cou, vous prenez par exemple les deux pilotes centraux, là, vous avez un des coups qui est vraiment avec une grosse courbure, on appelle ça une lordose, alors que l'autre est complètement droit. Donc, quand on veut faire de la simulation, il faut absolument que cette simulation soit personnalisée et adaptée à la personne parce qu'on est vraiment tous différents, même si les composants de base peuvent avoir le même nom.
Et donc, toute l'idée est d'arriver à faire ces simulations personnalisées à partir de l'imagerie médicale qui est disponible. Alors, pour pouvoir faire ces simulations numériques, on fait comme tous les ingénieurs, à savoir des essais de caractérisation. Donc là, vous avez un essai haute vitesse sur une côte. Donc c'est un essai qui est ralenti, c'est un essai d'impact. On va venir casser composant par composant pour pouvoir réaliser ensuite les simulations numériques d'un modèle personnalisé qui ici vient du scan et comparer chaque composant, donc chaque os par os, chacune des pièces du puzzle pour pouvoir faire des mannequins qui soient des mannequins réalistes. Alors pour ça, bien entendu, on va se servir de l'imagerie scanner que je vous ai présenté préalablement. Et un des avantages de cette imagerie scanner est que si le scan est calibré, vous avez aussi une possibilité d'avoir un code de couleur lié à la raideur des tissus et au module Young. Là, grosso modo, plus c'est rouge, plus c'est raide, et plus c'est bleu, et plus c'est mou. Mais vous voyez qu'au sein même de section droite d'une côte, il y a des grosses variabilités déjà de géométrie, ce n'est pas du tout des ellipses, et de répartition des modules Young qu'il faut absolument prendre en compte si on veut faire des simulations réalistes. Alors, autre thématique d'actualité, l'ostéoporose. Alors ça, malheureusement, ça va toucher 50% des femmes et 20% des hommes. Donc comme vous le savez sûrement, vos os sont constitués de 2 matériaux différents. La surface externe est relativement dure et s'appelle l'os cortical. La surface interne, par contre, ressemble à une éponge et s'appelle l'os spongieux. Donc vous avez ici une microtomographie X d'une vertèbre où on voit bien ce réseau qui ressemble en fait en gros à un tampon Jex. Et le problème est que notre densité minérale osseuse évolue au cours du temps. Donc, au fur et à mesure de la croissance, le réseau se densifie pour atteindre son maximum à peu près entre 30 et 40 ans. Et après, on ne fait que perdre de la densité minérale osseuse, sachant que les femmes perdent beaucoup plus vite cette densité et qu'en plus, elle était plus faible. Donc, si vous regardez une femme atteinte d'ostéoporose, voilà à quoi ressemblait sa structure osseuse à 30 ans et à quoi elle ressemble à 60 ans. Alors, quand vous avez ce genre de problème, au niveau en particulier du rachis ou par exemple du fémur, vous avez par exemple des tassements qui sont dus au fait que l'âme des os s'écrase sur elle-même parce qu'elle n'a plus aucune résistance mécanique. Et donc, vous voyez apparaître le type de shape qu'on voit sur les vieilles femmes âgées qui sont toutes voûtées parce que les os se sont écrasés les uns sur les autres. Et vous avez tous entendu parler, vous avez peut-être une grand-mère atteinte de ce phénomène-là et qui a subi une fracture du col du fémur. Avec les coûts sociétaux qui sont considérables, c'est plus de 3 milliards d'euros rien qu'en France associés à ce genre de fracture. Donc, je vais vraiment essayer maintenant d'illustrer en quoi un ingénieur peut apporter quelque chose. Donc vous avez ici la version physicienne du problème. Le physicien va se dire, pas de souci, je suis un fan des rayons X, je vais faire de la DEXA, donc c'est un procédé qui va utiliser une source rayons X et des capteurs, et à partir de 2 images à 2 niveaux d'énergie différents, je suis capable d'avoir des radios et d'avoir en fait des niveaux de gris qui sont reliés au niveau de densité minérale osseuse. Et je vais donc créer un indice qui va me dire si les gens sont atteints ou non d'ostéoporose à partir d'un indice lié à la densité minérale osseuse moyenne. Et un ingénieur qui entend ça, il saute au plafond. Si je vous demandais de dimensionner un Airbus uniquement à partir du module Young de l'aluminium, voilà, ça paraîtrait complètement débile. Il est évident qu'il faut la forme de l'objet, il faut la répartition de la matière et il faut le chargement. Voilà, vous n'allez pas dimensionner une voiture uniquement parce qu'elle est en aluminium ou en acier. Donc, un ingénieur a une vision complètement différente des problèmes. Et ce que nous avons proposé, c'est par exemple, à partir du CT scan, de construire un modèle élément fini personnalisé où nous venons répartir les propriétés des mécaniques à partir de l'imagerie. Mais vous voyez qu'ici, c'est la répartition du module Young, elle varie énormément d'un endroit à l'autre, de manière à faire des prédictions de risque de fracture associées à des scénarios de chute particuliers. Donc, on est vraiment dans une démarche ingénieur de dimensionnement, ce qu'un physicien ne fera pas. Donc l'ingénieur apporte vraiment une vision novatrice pour tous ces critères qui vont permettre de dire je donne ou pas tel médicament à telle personne. Alors, autre vision de l'ingénieur, vous êtes tombé dans la CO quand vous étiez tout petit et vous construisez tous des modèles paramétrés. Quand il s'agit de construire des modèles, par exemple, musculaires à partir de l'IRM, ce que va faire un physicien, c'est qu'il va utiliser des algorithmes de traitement d'image, faire de la segmentation plus ou moins automatique, et il va lui falloir à peu près 8 heures pour reconstruire les muscles de la cuisse. Avec une vision ingénieur, vous avez tout de suite une notion de CAO paramétrée, et donc vous avez une idée de la forme que peut avoir le muscle,
une forme paramétrée, que vous allez déformer par traitement d'image en ne prenant en compte que certaines images, parce que vous cherchez à aller vite, de manière, avec uniquement cette image, à avoir une évaluation musculaire très correcte du shape et du volume du muscle. Donc on passe de reconstructions qui mettent 8 heures à des reconstructions qui mettent 8 minutes. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a une démarche ingénieure et qu'on manipule depuis qu'on est tout petit des objets qui sont des objets paramétrés qu'on va déformer. Autre innovation, le système EOS qui a été co-inventé au laboratoire. Donc c'est une innovation entre Georges Charpak, qui était Nobel de physique et dont l'invention sert pour le dispositif, Jean Dubousset, qui est membre de l'Académie de médecine et qui est un grand spécialiste de la scoliose, et Jacques de Guise, qui est professeur d'imagerie à Montréal. Et bien entendu, Wafa Scali, qui est notre directrice. Donc le principe est le suivant. Ça consiste à venir radiographier de la tête aux pieds sous 2 vues stéréo-correspondantes le patient. Et l'invention de Georges Charpak sert dans les détecteurs. Donc on utilise des chambres à fil qui permettent de diminuer d'un facteur 10 le niveau d'irradiation au niveau des radios. Donc vous avez déjà des radios en charge, ce qui n'est pas le cas du scanner. Et bon, vous qui connaissez les problèmes de rattrapage de jeu, quand on veut étudier une articulation, il est clair que le côté en charge peut jouer un rôle majeur. Et ce que nous avons proposé au niveau des laboratoires, c'est les algorithmes qui, à partir de ces 2 vues stéréo-correspondantes, permettent de reconstituer en 3D le squelette. Donc on pourra revenir sur les détails. Et donc ça permet d'avoir la maquette numérique personnalisée du patient. Voilà. Donc, une fois que vous avez cette maquette, vous pouvez créer de façon complètement automatique tous les index qui sont d'habitude mesurés sur les radios, mais qui là sont associés à des volumes paramétrés. Finalement, le médecin n'a plus qu'à taper sur rapport et ça sort automatiquement, puisque l'ensemble des repères associés à tous les os font partie intrinsèquement du modèle. Et du coup, nous nous en servons bien entendu pour évaluer certaines pathologies. Donc vous avez ici une jeune fille de 14 ans qui commence à avoir une scoliose qui est modérée. Donc vous voyez ici la déviation de son rachis cervical. Vous avez ici sa maquette numérique. Et comme c'est une scoliose qui est évoluée de façon très négative, le chirurgien a décidé de la fixer avec un certain nombre de tiges en titane qui sont vissées dans la colonne vertébrale. Et vous êtes capable d'évaluer de façon objective et de façon quantitative l'efficacité de ce traitement. Alors les avantages, bien entendu, des modèles paramétrés, mais qui sont vraiment une spécificité des ingénieurs, c'est qu'ils contiennent, ce sont des objets intelligents qui contiennent de façon intrinsèque les repères, vous permettant de calculer automatiquement toutes les longueurs, d'intégrer, de faire du modèle upgradé, donc ici les points d'attachement musculaire, et puis du coup de faire de l'imagerie multimodalité en, par exemple, venant intégrer ici les volumes musculaires qui pourraient être issus de l'IRM avec le logiciel que je vous ai présenté préalablement. Alors, on multiplie aussi les images. Donc là, vous avez de l'imagerie multimodalité EOS plus un système d'analyse de mouvement, mais sur lequel j'insisterai un petit peu plus dans la dernière partie de l'exposé. Alors, pour en revenir à mes pilotes de chasse, une fois que vous avez cette maquette numérique des os, des muscles, vous êtes capable de simuler l'influence, par exemple, que peut avoir un casque et les tétières de vision nocturne que certains pilotes mettent la nuit lors d'une éjection. Donc typiquement, vous savez que quand le pilote est éjecté, il y a une énorme accélération, mais si finalement l'inertie générée par le casque et les lunettes nocturnes font qu'il se casse le cou, ça n'a aucun intérêt de l'éjecter, et surtout ça n'a aucun intérêt de mettre le pilote dans l'avion. Donc vous pouvez faire vraiment de la prévention en disant à tel type de pilote, voilà, ta forme de rachis et ta forme musculaire n'est pas adaptée pour être pilote de chasse si jamais tu dois t'éjecter. Voilà. Donc on est vraiment dans la prévention. On fait exactement les mêmes choses maintenant au niveau du rugby pour les piliers qui rentrent en mêlée. Vous pouvez faire de la simulation de chirurgie. Alors pour ne pas vous choquer, je vous ai mis une image, c'est uniquement du latex. Donc voilà. Donc vous avez ici typiquement un des traitements qui peut être utilisé pour la correction de la scoliose. Donc grosso modo, le chirurgien ouvre le dos du patient et vient tordre des tiges en titane qui, vous le savez, ont un potentiel de déformation qui peut aller jusqu'à 20%. C'est une démarche qui, vous vous en rendez compte, est extrêmement empirique. Voyez, si vous avez un bon chirurgien, vous avez une bonne correction. Si le mec fait n'importe quoi, ça peut être un petit peu catastrophique. Donc, à partir de ces modèles personnalisés, nous permettons de développer des scénarios de correction de chirurgie qui vont simuler les points d'accroche des vis et vont essayer d'évaluer différentes stratégies pour essayer de donner des éléments objectifs de choix de chirurgie au chirurgien de manière à ce que ça lui aide
dans le choix thérapeutique. Donc voilà par exemple à quoi peuvent servir des modèles numériques. Alors pour l'instant, je vous ai parlé de structure, de propriétés matériaux. La dernière chose qui reste à prendre, c'est quelles sont les conditions limites, en particulier quand on s'intéresse à l'humain. Donc on n'a pas de capteur à l'intérieur de nous qui donne les niveaux d'effort. Donc vous avez ici, c'est très rare, des essais qui sont faits sur cadavres. Donc là en plus c'est sur des cadavres d'enfants, donc c'est des essais qui seraient plus autorisés aujourd'hui, sur des crash tests pour savoir quels seraient les meilleurs systèmes de préhension. Donc il faut sans arrêt qu'on soit obligé de ruser pour arriver à mesurer les efforts sur les patients en utilisant uniquement ce qui est prescrit par le médecin. Donc les gens qui ont fait cette étude en collaboration avec un laboratoire à Lyon ont eu l'idée d'utiliser la kiné respiratoire. Peut-être que certains d'entre vous ont malheureusement amené vos gamins chez le kiné. Donc vous savez qu'il appuie comme un malade sur la cage thoracique. Donc toute l'idée finalement c'est de faire du tracking de la position des mains du kiné, ce qui nous permet d'avoir le déplacement imposé, de cacher sous l'enfant une plateforme de force, donc un capteur 6 axes qui mesure les 6 composantes du torseur. Donc voilà à quoi ça ressemble, normalement ça devrait s'afficher. Voilà, donc vous avez le tracking, donc le déplacement imposé, vous avez l'effort, et à partir de là, vous êtes capable de faire des courbes de relation de comportement, comme vous faites sur un matériau traditionnel, en utilisant uniquement les données qui sont des données autorisées par les comités d'éthique, puisque là, elles sont associées à un examen clinique que nous ne modifions absolument pas. Et tout est fait comme ça. Autre exemple, et ce sera mon dernier exemple, les problèmes de rupture du ligament croisé. Donc, quand vous voulez générer, par exemple, un cadrage débordement, vous devez générer un énorme couple qui va vous permettre de pivoter. Ce couple est assez mal supporté par vos articulations parce que vous voyez, il y a un ligament qui s'appelle croisé qui porte bien son nom parce qu'en fait, il n'a qu'une envie, c'est de retenir ce mouvement. Donc, voici un petit zoom sur ce que ça donne. Donc, on a eu une étude là récemment sur l'influence des terrains et des terrains synthétiques. Peut-être que certains d'entre vous jouent au foot ou au rugby. Et donc, dans ce cas-là, on va déployer un système expérimental. Donc, ça a pris quasiment 1 an de construire ces pistes d'athlétisme. Donc, vous avez à gauche un nouveau substrat, au centre la même pelouse que pour le Stade de France, et à droite un terrain synthétique. On va venir placer sous le terrain des plateformes de force, donc des capteurs 6 axes. On met en fait la couche de jeu par-dessus. On va mettre des systèmes d'analyse de mouvement pour mesurer toute la cinématique des joueurs et on va leur demander de faire des courses, des cadrages débordements, des réceptions de sauts, je passe rapidement. Et on équipe les joueurs de marqueurs, des marqueurs réfléchissants, vous avez sûrement vu dans les pubs pour le cinéma 3D. Donc ça nous permet de construire des modèles personnalisés, d'avoir les modèles inertiels de chacun des segments, d'équiper tout le monde des mêmes chaussures. Et vous avez ensuite, une fois que les joueurs sont filmés, à partir de la position des marqueurs, on a toute la cinématique des joueurs. Et vous avez, on ne le voit pas très bien, mais quand les joueurs placent sur les plateformes de force, normalement vous avez la direction du vecteur de la résultante qui se dessine. Et vous le savez mieux que moi, il suffit d'appliquer le principe fondamental de la dynamique à la chaussure. Donc vous avez l'action en dessous. Pour savoir l'action au niveau de la cheville, connaissant la dynamique du système, et vous remontez ainsi de membre en membre pour avoir toute la dynamique complète du mécanisme et vous rendre compte que, par exemple, si vous utilisez un terrain synthétique, vous multipliez quasiment par 50% le moment que vous générez lors de ces types d'actions. Voilà. Donc, je dois conclure. Pour se laisser un peu de temps pour une éventuelle manipulation et des questions, il va falloir conclure. On va faire une petite expérience, sinon c'est pas drôle. Et donc, je vais demander au président de l'UPSI de me proposer un joyeux candidat qui va accepter volontairement de venir se prêter à la manip. Donc, c'est parfaitement tiré au sort, bien entendu. C'est pour ça. C'est pour ça. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souhaite se faire scanner le corps? Alors, pas de candidat officiel, donc je vais tirer au sort. Je vais prendre quelqu'un qui est un ardent défenseur d'une filière que l'on évoqué tout à l'heure, Sébastien Jargadier. Sébastien, vice-président de la filière TSI à l'UPSI. Viens Sébastien. Et Philippe fait en sorte qu'il ne lui arrive rien, il est précieux. On va prendre un micro. Julien, on a un micro? Micro. Attends, on va prendre le micro, Philippe, pour que tout le monde puisse suivre. Philippe et Sébastien, on va prendre un micro. Voilà. Alors, le système que je vais vous proposer n'a pas été développé au labo. Il faut aussi faire de la pub pour nos amis. Donc, il a été développé par
le SPCI qui est juste à côté de nous, avec qui nous collaborons. Donc c'est un échographe, donc ça vous connaissez tous, donc ça permet de faire de l'échographie, vous avez tous vu des échographies, mais là ça permet de faire de l'élastographie, donc de la mesure des propriétés mécaniques des tissus et des modules Young. Donc on va demander à notre cobaye, voilà. Donc je pose le micro, ou si quelqu'un peut me le tenir pendant que je vais le faire. Ah ben voilà, il va faire vraiment le bon cobaye. Donc, on va essayer de s'écarter, excusez-moi. Donc je mets du gel pour éviter les ruptures d'impédance, c'est indispensable puisque vous savez que les ultrasons sinon vont pas se propager. Alors le but du jeu c'est d'arriver à voir l'image. Donc vous avez ici la cartographie finalement, l'image du tissu musculaire de Sébastien avec tout le réseau de fibres et vous pouvez l'analyser pour voir si tout va bien. Il ne faut pas le dire, le blanc c'est le gras. J'ai rien dit. Hein. Voilà. Alors, merci Philippe. Voilà. Alors ça c'est la partie traditionnelle. J'en ai plus que lui, hein, donc je me moque, mais c'est pas bien. Alors, c'est la partie échographique traditionnelle. Là, ce qu'a inventé le SPCI, c'est finalement l'idée d'utiliser l'émission d'ondes pulsées pour générer une onde de compression au sein des tissus et de regarder, d'imager à quelle vitesse cette onde de compression va générer des ondes de cisaillement. Et si on est capable de mesurer la vitesse de cisaillement au sein du tissu, on est capable de revenir aux propriétés mécaniques. Voilà. Donc ça, c'est l'invention de l'SPCI. Alors on va essayer que ça marche. Donc, je me mets sur le mode associé. Voilà. Donc vous avez ici une cartographie du module Young des muscles de Sébastien sur la partie que je suis en train d'observer. Vous vous rendez compte qu'il y a deux ondes bien distinctes parce que là, il est déjà en légère contraction de par le fait qu'il lutte contre la gravité. Et si je lui demande de serrer la main très fort, normalement, les graphes de couleur devraient s'intensifier au fur et à mesure. Alors, si je ne prends pas le bon muscle, ça ne va pas marcher, mais comme je fais ça en glissant, ce n'est pas évident. Voilà. Et donc, on peut évaluer la dureté des tissus en utilisant des ondes ultrasonores. Donc, voilà un moyen rigolo de faire ça sur du in vivo, sur du non irradiant, et quelle que soit finalement la pathologie que peut avoir la personne. Donc ce que nous cherchons à faire maintenant, c'est faire de l'image multimodalité où nous intégrons l'imagerie EOS et les modèles musculaires, parce que si maintenant je connais à peu près la forme des muscles, si je fais quelques coupes à des endroits bien particuliers, je suis capable de reconstruire le modèle musculaire de Sébastien en 3D. Voilà, merci Sébastien. Et on a pu voir qu'il était parfaitement musclé. Merci. Merci Philippe. Juste avant de laisser la parole à Franck pour animer les questions, je souhaite juste faire remarquer que lors de la présentation précédente de réalité virtuelle et lors de cette présentation, la biomécanique, la biotechnologie, eh bien, j'ai vu des images de supports industriels qui ont été utilisés dans les sujets de concours en sciences de l'ingénieur pour évaluer les qualités, les compétences de nos candidats, ce qui montre une vraie corrélation entre l'enseignement qui est fait en sciences de l'ingénieur en classe préparatoire et ce que vous en attendez de cet enseignement dans les grandes écoles. Franck. Bien. Alors, merci Monsieur Rouche. Et on va maintenant accueillir Monsieur Père. Des questions. Ah, pardon, les questions. Bien sûr, les questions. 5 minutes pour quelques questions. Quelqu'un a-t-il des questions? Bonjour Monsieur Rouche. J'ai une question un peu transversale. Ça fait 2 fois, et dans l'exposé de Monsieur Champanet au départ et dans le vôtre, que vous nous dites amenez-nous des élèves, amenez-nous des candidats, on fait ça aux arts. Alors c'est vrai que c'est un peu, par rapport à ce qu'on connaît des arts, c'est un peu novateur et ça dérange un peu. Et nous en prépa, on a quand même un vecteur qui nous permet de montrer autre chose des écoles qui sont les TIPE. Et personnellement, on a de plus en plus de mal à avoir de contact dans les écoles pour encadrer nos étudiants en TIPE qui pourraient leur donner des idées et l'envie d'aller travailler dans des labos comme ça et donner une autre image des écoles. Alors, Monsieur Champanet est parti là, donc je ne sais pas si vous avez été, je pense que vous êtes sollicité aussi par des élèves de prépa pour obtenir des infos dans les TPE. Et donc, j'aimerais savoir votre position sur ce sujet. Alors, notre position elle est très claire, hein. On fait partie exactement du même ensemble. Hein. Nous cherchons ensemble avec vous à former des étudiants à ces thématiques. Donc dès que nous en avons la possibilité, nous accueillons ces jeunes. On en a déjà accueilli plusieurs fois pour des TIPE, donc c'est un grand classique. Après, voilà, il faut que les gens nous soient envoyés et qu'on ait juste le temps de les recevoir, car
Les programmes que nous développons sont des programmes qui sont extrêmement chargés au niveau du timing. Donc voilà, quand on dit non, c'est vraiment pas qu'on ne veut pas le faire, c'est uniquement qu'on n'a pas le temps d'accueillir les gens dans des conditions qui soient des conditions acceptables. Mais vraiment, voilà, comme nous cherchons, comme vous, d'excellents étudiants pour mener à bien nos projets, on répond oui dans 99,99% du temps. Et si on répond non, il faudra nous excuser, c'est uniquement que dans le timing, c'est pas faisable. Voilà. Mais vraiment, c'est avec grand plaisir qu'on accueille les gens. Donc, c'est aussi, je pense, un changement au niveau des arts qui est mis en place par la nouvelle direction, la volonté d'ouvrir encore plus l'école, de faire des portes ouvertes, de nous faire intervenir au niveau des classes préparatoires pour des exposés. Voilà, en tout cas, moi, quand j'ai fait PT, j'avais aucune idée qu'on pouvait travailler dans le domaine de la santé. Pour moi, c'était plutôt l'aéronautique. Peut-être que j'aurais pas fait la même voie si on m'avait proposé à ce moment-là, si on m'avait illustré le fait qu'on puisse travailler dans le domaine de la santé. Et je pense que l'idée n'est pas de piquer des étudiants à d'autres spécialités. L'idée vraiment, c'est d'attirer des étudiants dans vos filières, des étudiants qui n'auraient pas pensé à venir là. Donc d'augmenter les flux. Bien, merci. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va passer donc à l'exposé suivant.